Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, rédacteur multicarte, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. 72e épisode cette semaine de notre podcast et aujourd'hui, comme prévu, on va revenir sur la saison 2025 d'IMSA avant ce mois d'août. C'est notre petite habitude maintenant, on fait un petit point sur le championnat américain d'endurance qui a donc franchi assez largement d'ailleurs je dirais le cap de la mi-saison puisque il ne reste plus que 4 épreuves au calendrier. On était revenu en début de saison sur Daytona les 24 heures, sur Sebring les 12 heures et on a un petit peu laissé de côté nos amis américains, faut bien le dire, depuis le mois de mars. Mais on va se rattraper aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui s'est passé depuis, après notamment les 2h40 de Mosport où les LMP2 étaient les voitures de pointe comme en ELMS, donc forcément ça m'a marqué pour se rendre compte donc que le championnat est assez serré dans les différentes catégories. Mais avant de se lancer vraiment dans la catégorie GTP, la catégorie Rennes donc, je voulais avoir ton avis sur ces courses à l'américaine en IMSA. On sait que les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring c'est un petit peu à part. Petit Le Mans en fin de saison aussi. Est-ce que le spectacle est quand même au rendez-vous selon toi et est-ce que tu peux en lire et en découvrir sur les épreuves un petit peu moins cotées justement que les 3 épreuves que j'ai notées. Est-ce que tu vois à Long Beach ça attire les foules? Est-ce que Laguna Seca, Détroit ou encore Mosport c'est aussi prestigieux ou aussi intéressant que Daytona, Sebring ou Petit Le Mans? Je l'avoue, je suis beaucoup moins les autres manches. En fait, j'ai toujours, moi, Daytona et Sebring, c'est des immanquables, évidemment, comme Bien toi. sûr. Watkins Glen, ça tombe toujours à un moment un peu différent où C'est vrai. j'ai un peu moins les oreilles et les yeux attirés par ça. Mais il se passe surtout que c'était en même temps, je crois, que les 24 heures du Nürburgring cette année. Ouais, après il se passe toujours des trucs, il y a toujours des sorties de piste. Enfin, c'est une piste qui est animée, il y a toujours du spectacle, donc j'arrive quand même à suivre. Et après, moi, mon grand moment, c'est quand même le Petit Le Mans, évidemment. Indianapolis, que j'apprends à apprécier aussi de plus en plus. Même si l'année dernière, c'était compliqué avec la flotte, machin. En vrai, les circuits en ville, en ville, il y a quand même Laguna Seca dans l'eau, il y a quand même Mosport, etc. C'est pas que les circuits en ville, mais les autres tracés, on va dire. Moi, ce que je déteste, par exemple, c'est Mosport, c'est le dernier en date, mais quand il n'y a pas les hypercars, en fait. C'est là où tu vois toute la complexité de l'IMSA. Mais bon, c'est normal, hein, ou à Virginia, tu vas pas faire rouler non plus les protos. Non. Mais je trouve que le championnat, du coup, est quand même vachement compliqué à suivre parce que un coup, il n'y a pas les P2 et il n'y a pas les GTD Pro. Un coup, il y a juste les P2 qui sont pas là. Après, il y a les GTD pas Pro. Enfin, en fait, le championnat est trop compliqué. Je suis d'accord. Tu vois, je voulais rappeler justement. Ouais. Qu'il y avait 4 catégories qui étaient sur la majorité des épreuves, mais pas sur toutes, t'as raison. Donc le GTP c'est l'équivalent de l'hypercar, les LMP2 on les connaît, GTD Pro c'est un peu le LM GT3 Pro, et puis il y a le LM GT3 AM, finalement c'est le GTD. Mais je te rejoins, c'est vrai que c'est assez difficile de lire finalement ce championnat. En fait t'as pas la catégorie Rennes tout le temps. Non, et surtout, finalement, ce qui est encore plus compliqué, c'est que, parce que tu sais, il y a ce fameux, à l'intérieur du championnat IMSA, enfin du WeatherTech IMSA Sports Car Championship, t'as aussi le truc avec que les courses d'endurance. La Michelin, en fait, finalement, c'est quoi d'ailleurs? Comment ça s'appelle? Michelin Endurance Cup? Ouais, ça doit être ça. Et en fait, toutes ces courses-là ont les 4 catégories, mais il y a aussi Road America, qui n'est pas dans ce championnat-là, et qui a les 4 catégories. Donc c'est vraiment un merdier. Parce qu'à la limite, tu te dirais, ce championnat d'endurance, là, on réunit tout le monde. Et pour les autres manches, un coup on fait proto ou un coup on fait GT. Enfin, j'en sais rien, mais tu peux trouver un équilibre. Ok, pourquoi pas. Et on sait que ces 5 manches majeures ont vraiment tous les engagés, etc. Ça, d'accord. Mais je trouve que leur calendrier est difficilement lisible. Et puis après... aussi... Non, vas-y. Non, après ça me déplaît pas non plus de voir les GT et les GTP ensemble, tu vois, par exemple. Ou les LMP2 et les GT. Comme en ELMS. C'est pas désagréable à suivre. Maintenant, ce qui est compliqué, je pense, pour les gens aussi, outre le système de points qui est incompréhensible, on gagne 112 000 points par victoire, mais t'as 3 points d'écart entre le premier et le deuxième. Mets 20 points et puis c'est bon, ça ira très bien comme ça, au lieu d'en mettre 200 000. Ils doivent pas comprendre la Formule 1, c'est vrai que ça doit être un bug pour... Tu vois, on comprend rien. Non, mais on comprend rien. Mais même nous qui sommes spécialistes, honnêtement, pour décrypter le système de points, c'est très très difficile. 350 points par victoire, 320 points pour le deuxième, 300 points pour le troisième, ça va jusqu'au 30e. On rappelle, en GTP, il y a 9 voitures. Non, mais tu vois, 9 ou 10 voitures. Après, ça rime à quoi?
Après, les ricains ont souvent aussi cette logique que pour le coup, moi j'aime bien, de réfléchir à l'inverse, comment dire. Par exemple, là, si je prends le classement en GTP des équipages, Ouais. on va dire que Felipe Nasser et Nick Tandy sont à 12 points de retard. Là, ils sont à moins 12. Je sais pas si tu vois ce que je veux Bah dire. oui. C'est pas 2028 contre 2016, c'est moins 16. Non, mais ils ont Ça, c'est 6 moins. millions 42 points et ils ont 12 points d'écart. Et ben, au lieu d'avoir 2028 points contre 2016, ils auraient peut-être 102 face à 97, j'en sais rien. Enfin, et ça serait très bien. Oui, après, c'est aussi pour satisfaire tout le monde. C'est parce que tu as la notion d'avoir marqué des points. Et je pense qu'il y a des mecs. Alors bon, en GTP, d'accord, ça va pas être le cas. Mais je pense on a plus les P3. Mais en GTD, C'est tout vrai. court, je pense qu'il y a un gars du gentleman, tu vois, il va être content de voir qu'il est, je sais pas moi, il va être devant Antonio Foucault parce que Foucault, il a fait que 3 courses. Le mec, il va pouvoir dire en rentrant, bah, j'ai plus de points que Foucault. Tu vois. D'accord, ok. Je pense qu'il y a un Ouais. côté un peu. Tu sais, en WEC, on a longtemps soigné les égos avec le trophée, ça existe toujours d'ailleurs, hein, le trophée pour les indépendants. Enfin, c'était la Coupe Rébellion, quoi, à l'époque. Ouais. Après, ça a Maintenant, été c'est la coupe F quoi? La Corse. coupe à F Corsé? Ouais, c'est ça, maintenant, c'est la Coupe. Bon, enfin, Jota était quand même pas dégueu l'année dernière. C'est vrai. Mais tu vois, il y a ce côté soigner les égos, quoi. Et enfin, je pense en tout cas. Et là, la distribution de points, effectivement, elle a pas de sens. Mais Bah les ouais. Américains peuvent pas adopter le barème FIA, le barème classique. C'est les Américains, il faut qu'ils fassent à leur sauce. Ouais, c'est vrai, c'est Sinon, ça vrai. n'aurait pas de sens, tu vois. Ben oui, alors que là ça n'a pas de sens du coup, effectivement quand t'as Ouais, 11 ouais, ou 12 voitures et donc le premier marque 350 points, le 12e marque 190 points, tu vois. À tel Après, point que Nico Varrone a fait une course, il a terminé 13e à Watkins Glen, le gars a 199 points. Après, en vrai, mis à part toi ou moi pour préparer des commentaires, ou les gens qui sont vraiment Ah piqués oui, à l'endurance, qui regarde le classement, enfin, qui se soucie du classement IMSA. c'est Franchement, vrai. Oui, en fait, les gens hein. peut-être consomment justement ces grandes courses. Je sais que les 24 heures de Exactement, Daytona sur Automoto exactement. la chaîne sont diffusées en direct, les 12 heures de Sebring, Petit Le Mans, les 6 heures du Glen. Les autres, c'est vrai que moi je trouve ça dommage. Tu vois, par exemple à l'époque Motors TV, il y avait aussi cette possibilité. Je crois qu'on diffusait toutes les courses en direct, mais Ouais. c'est pas certain. Il y en a certaines peut-être qui passaient à la trappe et du coup il y avait un résumé. Et c'est vrai que c'est moins intéressant peut-être d'avoir un résumé. D'un autre côté, moi je trouve que c'est bien pour le suivi. Parce que là, Oh, c'est un petit peu comme si on se fichait de la tête des participants ou des fans en se disant oh bah c'est bon, on va pas traiter Long Beach, Laguna Seca et Détroit, ça va, on reviendra pour Watkins Glen. tu On parles comprend de plus quoi rien sur quoi sur les sur la chaînes télé. Ouais, Ah ouais. C'est pareil qui regarde la télé. Moi, non mais franchement, moi je suis sur YouTube en fait. En vrai, surtout l'IMSA, ils ont vraiment ouvert les vannes ouais, plus tôt que la Formule 1. Moi, je prends du plaisir à regarder Détroit, par exemple. Je l'ai consommé pas mal. Je crois que Détroit, c'était avant Le Mans. oui, Tu vois, ça te met dans l'ambiance alors que bah, tu sais qu'il va rien se passer. C'est le Monaco. Enfin, c'est plus Long Beach qui serait le Monaco de l'IMSA. Mais Long Beach, j'adore regarder alors que c'est pareil, quoi. Quand il passe le long du rond-point au début, c'est quand même pathétique. Mais j'adore. Je trouve que ça fait de super belles images. Et c'est des courses que j'aime beaucoup quand même. Euh, donc, ouais, c'est ouais, en vrai. fait, non, le suivi, il faut que tu le fasses. Tu sais, maintenant, je trouve quand même on est à une époque où il y a quand même des moyens de communication un peu ouf. Le podcast est là aussi notamment, tu vois, c'est un truc que... Moi, j'ai lancé mon premier podcast il y a 15 ans. Bon, ça, j'ai pas eu la motivation de le faire perdurer. Mais Ouais, j'avais t'étais c'est vrai, en précurseur. plus. C'est vrai, j'avais lancé un podcast en 2010. Mais tu vois, j'avais pas eu... c'est toujours comme ça. Je suis précurseur et j'abandonne au moment où Aïe. ça pop, tu vois. Ouais, j'aurais pas dû revendre mes bitcoins. Non, je rigole. Cela Mais dit, US Racing, pour ma part, c'est vrai t'as fait un qu'on faisait un podcast. podcast qui Bien sûr. continue d'ailleurs toujours, mais c'est vrai que c'était en 2011 ou 2010 et c'était, ouais, ça s'appelait pas podcast vraiment à l'époque, je crois que c'était une émission radio, voilà, web radio. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a été précurseur finalement. Enfin, c'est ça. Arnaud, si tu nous regardes, US Racing, si tu nous écoutes. Mais alors, du coup, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même plein de façons de s'informer. Et en gros, si t'as envie de suivre l'IMSA, enfin, pardon, hein, je me tire peut-être une balle dans le pied, mais enfin, c'est plutôt toi que je mets en mauvaise position. Mais Aïe. je vais pas attendre que Automoto la chaîne ou je sais pas qui diffuse, en fait, quoi. Je vais sur YouTube. Après, par Oui, contre, parce que ce que l'IMSA j'attends, diffuse les courses, parce qu'attends, à l'époque c'était oui, géobloqué voilà, et je te parle c'était d'aujourd'hui. Oui, je te parle d'aujourd'hui, logique. quoi. Ouais, Mais enfin, là je comprends géobloqué, même pas. un VPN, quoi. Mais Oui, c'est vrai qu'il y a ce le que je veux VPN. dire, c'est que Ouais. par contre, les chaînes, donc là, c'est là où je remets des points quand même pour me racheter un peu. Des chaînes comme Automoto la chaîne ou j'en sais pas moi, Eurosport, l'équipe, peu importe. euh, Ça peut m'intéresser si justement, comme tu dis, il y a un suivi où tu sais que tu vas avoir euh,
Anthony Drevet ou je ne sais quel commentateur. Mais si t'as, en fait, regarde la NASCAR par exemple, c'est un très bon exemple. Je pense que la NASCAR, il y a ce côté, tu peux te prendre. C'est le rendez-vous du dimanche. Je sais pas comment ça marche techniquement, mais je pense que tu peux te prendre un pass. Enfin, si t'as envie de suivre la NASCAR de ton côté, tu peux te prendre un pass et te démerder. Tu peux un VPN, un machin. Enfin, ça me paraît pas plus compliqué qu'autre chose. Par contre, je sais qu'il y a un vrai public de fans français qui manquerait pas ce rendez-vous et limite qui va essayer de. Si jamais il y a des courses qui sont en décalé, peut-être là j'avance sur un terrain, je connais pas. Si, je suis d'accord. Mais si jamais il y a des courses en décalé, les mecs vont faire exprès de pas se faire spoiler pour pouvoir suivre la course avec leurs commentateurs qu'ils aiment. Là, il y a un vrai truc qui s'est créé, tu vois. Tout à fait. En vrai, ça peut se faire aussi. C'est juste bah moi, de toute façon, c'est comme ça que je consommais les courses. Hein. Je veux dire, à l'époque avec Patéfil, avec LFB et Patrivet. Enfin, c'est vraiment, c'était ça qui me plaisait. À l'époque, Jean-Luc Roy et Patrick Tambay. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment des duos. Et je pense qu'en Formule 1, c'est pareil. Alors maintenant, c'est un petit peu moins le cas parce que Jacques Villeneuve ne fait pas toutes les courses. Mais en Formule 1, Julien Febvre, Jacques Villeneuve, ça plaît aussi. En fait, les gens s'identifient. Tu vois, c'est pas pour rien. Les duos, c'est important. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi il n'y a pas suivi, c'est quand même dommage et on est là pour faire justement des émissions sur l'endurance, mais s'il y avait une émission sur l'IMSA, je pense que ça pourrait peut-être plaire. Maintenant, il faudrait quand même être mis en valeur et être comment dire un petit peu poussé sur les réseaux aussi. Oh pourquoi pas, franchement tu fais une chaîne YouTube avec un petit résumé de l'IMSA, je sais pas si ça pourrait pas ne pas marcher, si je sais pas, faut avoir les images quoi. Là franchement on est dans la partie obscure. Bah non mais c'est vrai, on a quand même c'est vrai. Mais pour le coup tu vois les 24 heures du Mans, enfin là on est vraiment dans les coulisses, je sais pas si ça intéresse les gens ce qu'on est en train de raconter. Mais les 24 heures du Mans, c'est vraiment le moment de l'année où en termes de trafic sur les sites internet qui sont spécialisés, hein, sur les médias spécialisés ou même sur les médias généralistes d'ailleurs, mais c'est là le mois de juin, c'est là où tu vas faire tout le trafic là-dessus et nous on a bien vu les épisodes de podcast qui sont les plus écoutés, bah c'était le débrief de la journée test, l'interview avec André Lauterer, nos pronostics, etc., etc. Après, les autres points forts, pour vraiment les fans d'endurance, c'est 24 heures de Daytona, parce qu'il y a un début de saison, et les gens se remotivent, se disent, tiens, cette année, je vais suivre, je vais m'y intéresser, l'année dernière, j'ai un peu décroché, mais vas-y, ça, c'est cool et tout. Daytona Sebring, c'est souvent des points hauts. Manche de Spa, après les gens lâchent. La manche de Spa-Francorchamps, ouais, c'est souvent un point haut aussi, parce que c'est l'ultime répétition avant le Mans. Ouais. Il y a le Mans, et après, il se passe plus rien. Et vraiment, après, il y a peut-être pareil. Non, mais il y a Spa, pardon, il y a Spa qui est pas mal. Le Nürburgring, ça reste un truc pointard, mais ça marche quand même. 24 heures du Nürburgring, 24 heures de Spa, mais là on a tout eu en 3 semaines, donc c'est un peu relou. Non, mais après, je te rejoins. C'est grand chose. Hein. C'est vrai. Là on est dans un tunnel. Malgré tout. Ouais. Bah, il y a cette pause estivale et puis après c'est vrai qu'à la rentrée on est sur un autre rythme et certains championnats sont déjà peut-être même joués, enfin c'est assez compliqué effectivement de garder les gens sur la durée, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas cette répétition, enfin je veux dire la Formule 1 il y a trop de grands prix mais peut-être que l'endurance il n'y a pas assez, tu vois je sais pas exactement. Après il y a quand même en IMSA 11 manches, même si toutes les épreuves n'ont pas les catégories à chaque fois, enfin les 4 catégories à chaque fois, mais je vois pas quelle serait l'explication pour avoir plus d'audience tout le temps. Je sais pas, la NASCAR c'est toutes les semaines, donc c'est vrai que ça reste un rendez-vous. Et même quand il n'y a pas de course officielle, il y a des courses qui sont des courses exhibition, quoi. Alors là, je pense pas que c'était la direction que tu voulais prendre pour cette émission, mais s'il faut trouver des solutions pour rendre intéressante l'IMSA. Ouais. Alors l'IMSA, oui, j'étais plus sur le WEC, mais pour rendre intéressant l'IMSA, en vrai, je pense qu'il est intéressant. Déjà, c'est juste que t'as atteint un espèce de... je mettais la semaine dernière le plafond de verre pour Cadillac, mais c'est pareil, cette expression. Je pense qu'on atteint un espèce de plafond où, en fait... ou alors, vraiment, faut faire revenir des formats longs, quoi. Tu fais vraiment un championnat que d'endurance. Oui, parce que, tiens... un 12 heures à Kota, tu fais un 24 heures à Kota, ou j'en sais rien. J'allais te demander aussi, alors je pense que les équipes seraient pas forcément d'accord ou les pilotes, mais c'est vrai que les distances sont différentes, les durées sont différentes, un peu comme en WEC, hein. Il y a les 24 heures du Mans bien sûr, il y a des épreuves de 8 heures comme Bahreïn, et puis après c'est vrai que c'est toujours 6 heures, ou en ELMS c'est toujours 4 heures. Là, les épreuves c'est 24 heures, 12 heures, 10 heures, 6 heures, 2h40, 1h40. Tu fais une course d'endurance d'1h40 toi? Non mais ça n'a aucun sens, c'est limite une course de GT World Challenge quoi. Non mais... BAWS. Mais moi, je mettrais des... Non, on est obligé, c'est contractuel. Non, c'est faux. Moi, j'aimerais bien avoir des courses longues, en fait. Et, moi, je sais pas. Tu m'emmènes dans un truc, là, j'en sais rien. Ouais, mais c'est pas une course d'endurance, non. Mais après, à Détroit, tu vas pas rouler 24 heures non plus. Hein. Non, c'est vrai, c'est toute la difficulté. Et est-ce que les courses d'endurance en ville, ça a du sens, tu vois? C'est un... Ah non, non, aucun. Voilà, c'est...
peut-être ça plutôt qu'il faut essayer de voir. Voilà, c'est pas la direction qu'on voulait prendre, mais enfin en tout cas on en parle, donc n'hésitez pas sur les commentaires à réagir justement et savoir si l'IMSA vous plaît que parce qu'il y a Daytona, Sebring, on va ajouter allez Watkins Glen, peut-être Indianapolis en septembre et Petit Le Mans, ou est-ce que le championnat global permet aussi de se dire que voilà il y a des pilotes qui se sont révélés, tu vois les frères Taylor par exemple, ben voilà on les voit un petit peu plus précisément maintenant en championnat du monde, ça fait un petit moment mais ils ont commencé aux États-Unis. Il y a peut-être des pilotes qui se sont révélés là-bas. C'est possible. Est-ce que ce championnat IMSA justement n'a pas cette vocation-là aussi, un peu comme l'Asian Le Mans Series quoi. Ah oui. Ah non, mais oui, ça d'accord. Non, moi je pense que tu parlais spectacle, c'est juste qu'il y a des endroits qui juste ne se prêtent pas au spectacle. Le Petit Le Mans, c'est toujours cool. Ouais. Daytona, même si parfois on rompiche un peu, ça reste cool. Bah, Sebring tu aussi. rompiches pendant 23 heures. En fait, c'est ça moi que je peux Ouais, reprocher si non, si non, les épreuves. Je sais pas si les épreuves sont plus longues. Comme c'est de l'IMSA, en fait, bah, il y a toujours cette fameuse neutralisation en fin de course qui va tout te resserrer et ça va faire un final de folie. J'ai peur qu'on arrive à ça aussi dans le championnat du monde d'endurance parce que vraiment, c'est pas la façon de voir européenne. C'est très bien que ça existe en IMSA et que le spectacle soit au rendez-vous jusqu'au bout et que ça se joue à 8 dixièmes de seconde après 24 heures. Mais c'est bien parce que c'est de l'IMSA, quoi. Enfin, je sais pas comment te dire. J'ai vraiment cette culture européenne où moi j'aime bien quand on construit sa course et peut-être que c'est un petit peu plus pénible et peut-être que voilà, ça a pas la même saveur, mais je pense qu'on est capable avec une balance de performance ou avec un équilibrage de performance Ça y est, le mot est d'avoir lâché, le mot est lâché. le mot est lâché. Non, non, mais d'avoir justement des courses qui sont intéressantes jusqu'au bout. Et même si cette année on s'est un petit peu plaint des 24 heures du Mans ou des 24 heures de Spa, c'est pas en raison de l'équilibrage spécialement, c'est plutôt parce que Ferrari encore une fois a caché son jeu, mais sinon voilà il y avait un duel quand même entre deux constructeurs. C'est ça en fait le principal je pense. On construit sa stratégie et on Mais arrive à la fin comme ça. Il n'y a pas besoin d'un dernier drapeau jaune qui remet tout en cause, tu vois, comme à mhm. Watkins Glen où la victoire se joue en GTP à un tour près, où la Cadillac était en tête et doit s'arrêter au stand. Et en fait, il y a eu 2 tours de relance sous drapeau vert et la course était finie. Putain, c'est dommage, après 6 heures de course, quoi. on, on est dans une période où on veut tout et son contraire. En fait, là, Oui, ce que tu dis, c'est que moi, je suis assez d'accord avec toi et c'est le fait qu'on soit un peu plus âgé, peut-être que le public qui nous écoute d'ailleurs, parce que quand tu regardes les stats, le genre, bon, bah, ça, masculin, ça, on s'en doutait. Mais au niveau âge, on est sur vous êtes pas mal à être dans la tranche 20, 25, 35. ouais, Et moi, c'est vrai que j'ai plus un héritage, effectivement, de la course à l'ancienne. Sauf que, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on ait, et je le dis plein de fois, moi, j'adorerais qu'on ait une course un peu plus naturelle, au sens où ouais, on fait sauter la stratégique, BOP. quoi. On fait sauter la BOP, on arrête de foutre des full coursiello tout le temps. Le safety car, j'ai déjà dit, ça n'a plus rien à faire en 2025, on a d'autres solutions. Bref, on va pas rentrer dans ce débat, on pourra l'avoir. Mm. On l'organisera, ça sera intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire la course différemment. Sauf que, et si tu fais ça, et ben là, en ce moment, Ferrari mettrait 3 tours, comme ils l'ont mis comme ils se sont pris à Sao Paulo. Mais si tu débrides et si tu laisses vraiment faire le sport, bah là, aujourd'hui, je pense que Ferrari met 3 tours à tout le monde sur chaque course, quoi. 3 tours! Non, mais en fait, Ça, c'est et du la coup, petite les gens vont se référence plaindre. pour la semaine dernière. Ouais, voilà. Et les gens vont se plaindre en disant, bah oui, ils atomisent la concurrence, c'est pas intéressant. Bah oui, mais bon, en fait, à un moment, en gros, on est dans une époque où on veut C'est vrai. qu'il y ait plein de constructeurs, qu'il y ait du spectacle. On l'a avec ce règlement qui n'est pas un cost cap, mais qui est une BOP, qui finalement est un espèce de cost cap quand même, sans dire son nom. Et Ouais. quand on a ça en place, on se plaint. Ah mais la BOP c'est de la merde, elle est pas bien gérée. Et du coup, les vainqueurs sont tirés d'un chapeau. Et là, Ferrari qui termine à 3 tours, c'est ridicule. On leur a offert le Mans depuis 3 ans, D'ailleurs, etc. on Mais l'a eu en en fait, à un IMSA. moment, ouais. Ce débat. On l'a eu en IMSA parce qu'ils ont lancé la balance de performance à 2 vitesses, tu sais, à 2 étages, pardon. Ah oui, c'est Euh, vrai. non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, bah, il fallait aussi corriger manuellement. C'est ce qu'ils ont fait à Détroit. Enfin, je veux dire, pourtant, on n'a que, ou quasiment, dans cette catégorie GTP, des LMDH. Tu vois, donc, il n'y a pas ce truc de dire il y a LMH et LMDH. Non mais de Je toute façon, mets ça de y est. côté Aston Martin. Oui, oui. Non mais ça y est, le verre est dans le fruit en fait. Hein. C'est terminé. L'endurance, enfin pardon, mais ça y est. Je voulais pas que tu Ah m'emmènes non! là-dessus, mais on va y aller. L'endurance, non mais voilà, comme ça on va être clair. Pour moi, l'endurance, ça y est malade de la BOP. Enfin en fait, Mais oui, ça y si est, t'as pas ça, tu peux c'est pas mort. faire de Ça y course est, c'est mort. Donc maintenant, équilibrée. on va juste assister à des nouveaux entrants qui vont arriver et qui vont découvrir le mal de l'intérieur. Je pense à Genesis, je pense à Ford, à McLaren. Ils vont vite comprendre la merde que ça représente. Et les concurrents actuels qui vont gentiment partir une fois qu'ils auront gagné, par exemple Ferrari,
ou qui vont gentiment partir une fois qu'ils auront pas gagné. Ou Porsche. Peut-être Peugeot, ou même Porsche. Ou alors qu'ils vont réduire la voilure façon Lamborghini. Porsche, c'est quand même ce qui se dit. Mais en fait, ça y est, c'est mort. Le truc va... Enfin, je sais pas comment le dire, mais la BOP, je suis pas si pessimiste. Il va falloir réagir. Mais le problème, c'est que je pense, et ça je le pense sincèrement, je me suis fait tailler dans les commentaires la semaine dernière, mais je pense sincèrement que la BOP n'est pas mauvaise. Enfin, en fait, je sais pas comment le dire. Mais oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. En fait, croyez, ou alors vraiment, je me mets le doigt dans l'œil et peut-être que je regretterai et on aura des infos plus tard, mais croyez-le sincèrement, pour bosser quand même. Et moi, je suis pas salarié ACO, je suis pas salarié FIA, je suis nulle part. Hein. Je suis indépendant depuis toute ma vie. J'ai été indépendant, vous savez. Et ce que je veux dire, c'est croyez-le sincèrement, les gens qui œuvrent en coulisses font ça du mieux possible. Et en tout cas, même s'ils font des erreurs peut-être, ils font ça avec la meilleure volonté possible. Ce que je veux dire par là, c'est que les décideurs avec qui j'ai pu échanger, sincèrement, faut arrêter ce côté. On veut faire gagner un tel ou un tel, non ? Voilà, complotiste, etc. Il y a vraiment une envie d'offrir le meilleur spectacle possible et de donner à chacun les chances de gagner. Il y a pas de valise sous la table d'un constructeur pour gagner. Il y a des pressions qui sont extra sportives. Évidemment, quand Ferrari revient 24 heures du Mans, ils ont envie de gagner. Donc, il y a des discussions qui peuvent être appuyées. Il y a des points, mais ça, c'est toujours fait. Il y a des points de règlement, comme à l'époque, Porsche qui avait insisté pour que en GT, on peut déclarer que c'est une GT s'il y a un seul exemplaire de route qui est homologué. Bah non, on était à 25. Ouais, mais on peut... ouais, et puis nous, on revient. Oui, bah évidemment. En fait, il y a toujours ces discussions. Évidemment, c'est de la politique aussi. Mais croyez-le bien, la BOP... Allez, je vais finir là-dessus. La BOP, pour moi... les gens qui sont derrière ça ont vraiment l'envie de faire le mieux possible. Elle est critiquable, et on le voit bien, évidemment. Là, on atteint un truc un peu ridicule quand tu vois un doublé Cadillac et les Ferrari qui gagnent Le Mans à 3 tours. Oui, oui, même, ça même les gens mais qui attends, sont là. Oui. Mais en IMSA, même les gens pour revenir en IMSA, c'est pareil. Non, mais attends, mais moi, je reviens en IMSA. Tu vois, je remets le débat en IMSA. On reprend l'avion, vas-y. Mais c'est pareil. Je veux dire, la balance de performance, elle a aussi été difficile à mettre en place parce que depuis le début de saison, Porsche dominait. Tu vois, par exemple, 4 victoires, 3 pour la 7 avec Nasser Tandy et parfois Lorenz Vanthoor, 1 pour Jaminet Campbell. Face à eux, t'as BMW, Acura, Cadillac qui étaient finalement pas tout à fait là. Et puis, on a dû manuellement corriger cette balance de performance à 2 étages de la part des instances dirigeantes et on a essayé de réajuster. Et puis finalement, ça a pas trop mal marché parce qu'on a eu des victoires à Acura. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas que en WEC, c'est pas que dans les championnats européens. Voilà. Mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que là tu dis ça a pas trop mal marché parce que du coup Acura gagne des courses. Mais oui, mais à un moment en fait, s'il y a une équipe qui, même avec une BOP, a une voiture qui est meilleure, c'est normal qu'ils gagnent toutes les courses. Enfin en fait, tu vois, c'est ça. Le truc, c'est que... Oui, mais ce qui est pas normal, c'est que Porsche en WEC n'est pas vraiment au rendez-vous, même si là ça s'est un petit peu inversé depuis notamment Le Mans. Mais en GTP, depuis l'année dernière, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin, ils sont là, quoi. Tu vois, Porsche Penske, ça marche, quoi. Donc voilà, il y a cette façon-là de faire. Je sais pas pourquoi. Porsche par contre a un petit peu marqué le pas. Alors si, à Watkins Glen, je sais, il y a eu un gros crash de Nick Tandy. Ah oui, énorme. Il a refait la caisse de Romain Dumas. Il a refait l'aéro en 2012, quoi. Ah ouais, c'était incroyable. Ah ouais, là franchement c'était chaud. Mais sinon, c'est vrai que les Porsche, c'est quoi? C'est à la stratégie qu'ils arrivent à toujours se placer dans le trio de tête jusqu'aux derniers instants. Je j'ai pas trop d'explications. Tu vois, alors ils étaient pas à Mosport, les GTP, donc il y a pas de l'exécution, y a pas de données. Les pilotes sont quand même ouf et font pas les erreurs qu'ils font chez BMW notamment. Parce que tu vois, c'est vrai. J'allais t'amener là-dessus aussi. Mais le côté, ok, la BOP, d'accord, mais à quel moment on réintègre aussi un facteur humain? C'est-à-dire que... Ouais, parce que BM a fait 4 pôles consécutifs quand même en début de saison en IMSA. Hein. Donc dans la BM, il y a quand même du potentiel, on est d'accord, en termes de vitesse pure. Et on le voit bien au Mans, Dries Vanthoor était quand même encore pas loin. L'année d'avant, il avait failli avoir la pole. C'est lui qui avait eu le meilleur temps, je crois. Enfin, il y a un sacré potentiel dans cette voiture. Mais à quel moment on se dit, ça, c'est pas de la BOP, mais c'est le pilote... Enfin, eh ouais, c'est vrai. On a tendance à l'oublier, ça. Bah moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'en tout cas, qu'on est malade de la BOP, au sens où on lui reproche on pense que c'est... Ouais, exactement. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Elle focalise le mal, alors que, en fait, si vous voulez un championnat où il y a un vainqueur différent par course, bah dites-le, mais dans ces cas-là, on fait plus simple. Hein. C'est pas, on va mettre une BOP, et puis surtout, on va mettre un système de lest embarqué. Enfin, on va aller encore plus loin dans le truc pour vraiment... Oui, mais ça allait pas non plus.
Bah non, Tu vois, mais parce c'est pour ça. qu'on l'avait en voiture de tourisme. Tu t'imagines le gars qui gagne l'épreuve, je sais pas, de Long Beach, qui a une voiture ultra lourde, etc. Il sait de toute façon qu'il va à Laguna Seca et qu'il peut pas gagner, mais c'est nul aussi. Je me mets à la place du pilote ou de l'équipe ou bah ok, bah on vient pas. Tu vois, enfin. Donc tu peux pas faire des choses comme ça, c'est pas grave, faut accepter que certaines années, c'est Porsche qui domine, d'autres années en IMSA c'était Cadillac, ça a été Acura, enfin voilà, il y a aussi des légendes qui se créent en ayant ces périodes de domination, et puis après bah, ça tourne parce que les autres boss, etc. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a ce côté humain, tu vois, Dries Vantore, moi je pense qu'à Daytona, clairement la victoire elle est pas normalement elle est pas pour Pour la Porsche. Porsche. Ouais, je Moi, suis je d'accord. pense que la victoire, elle peut être pour Ouais, BM. Mais ouais. voilà, il y a cette petite erreur parce qu'il veut trop en faire et que on le comprend. Il veut perdre le moins de temps possible dans le trafic et bim, ça touche. Bah voilà. Bah oui, mais c'est pas la BOP là. Donc voilà, pour moi c'est pas le. Et puis surtout, là en ce moment la rumeur qui circule, c'est pas la rumeur, mais c'est une espèce de parce que la parole se libère quand même, même si elle est Ouais. même si elle est verrouillée par le règlement. Les équipes, les gens qui travaillent dans les équipes n'ont pas le droit de critiquer la BOP. Tout Nous à on peut fait. le faire, hein, Pour on est éviter les indépendant, dérives. il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Et puis surtout, ouais, sauf que maintenant ça commence à s'ouvrir un peu. Il y a une espèce de vent, de discussion qui est mettez un budget capé quoi. Allons-y un peu à la façon Formule 1. Faisons un budget capé et comme ça va peut-être nous enlever de ce mal qui est la BOP. Et en gros, voilà, il y a un budget, il faut travailler avec ça, il faut faire une voiture qui répond à un règlement, puissance, poids, dimension. Et puis, allez-y, faites ce que vous voulez. Et si vous faites ça, enfin pardon, mais c'est ce qui régit la Formule 1 depuis des années. Si vous faites ça, vous allez arriver sur des années de domination Red Bull Bah oui. Racing, après des années de domination McLaren. Enfin, le sport est pas plus beau, hein, sincèrement. Alors ça change juste le fait que Le Mans redeviendrait ce côté, effectivement, peut-être plus d'ingéniosité, de créativité. Hmm. On aurait des choix très différents, mais on les a déjà, puisque la BOP est ce Bah garant. oui. On voit bien avec une 9X8 qui, au départ, n'avait pas d'aileron. Enfin, franchement, vous mettez les caisses côte à côte. Même si là, avec le LMDH, elles ont quand même tendance de plus en plus à se ressembler. Et Ouais, puis surtout, bien les sûr. nouveaux entrants vont singer quelques éléments. La copie de l'aileron arrière de Ferrari, des choses comme ça. Euh, Hmm. on a quand même des voitures très différentes. Je pense pas qu'un budget capé soit la réponse. Franchement, Non, je pense pas non plus. ça va juste être une course quand même à ceux qui ont le plus de moyens. Parce qu'on le cape à combien le budget? Du coup, on va Bah c'est dire, ça. bah, Ferrari ou Porsche, ils vont dire, bah, nous, on peut le caper. Alors, moi, j'ai aucune notion. Mais je sais pas, on va mettre des dizaines, voire une centaine de millions d'euros, par exemple, ou plusieurs. Et puis, d'autre côté, vous allez avoir, je sais pas, moi, Alpine qui va dire, attendez, nous, normalement, ça ne coûte pas, en fait. On a encore des Bah pilotes oui. payants, donc. Ah bon? Ah bah non, non, mais nous, maintenant, faut mettre des millions. Ah bah des millions, non. On va sortir de la Formule 1 parce que ça coûte trop cher. Donc, tu vois, D'ailleurs, on le voit aussi avec Porsche, parce que tu vois, le board n'est pas sûr à voilà. 100% de continuer. Ben Je oui. pense que ça va se faire. L'engagement, il est quoi, jusqu'en 2026 pour Sept. Porsche Ouais, avec Penske? ouais. Fin 2027 normalement, parce que c'est sur cette période-là qu'ils se sont engagés. Mais D'accord. ils ont dit que cette année, il fallait qu'ils revalident avec le board. Mais en fait, ils font ça tous les ans, bien sûr. Hein, mais Oui, mais là, on parle de l'arrêt du programme Formule E pour Porsche. Donc, est-ce que c'est un bon signe pour l'endurance? A priori, Penske pourrait peut-être récupérer l'engagement Ford en WEC. Et est-ce qu'on parlerait pas de AO Racing pour reprendre l'engagement Porsche? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas mal de rumeurs aussi. Est-ce que Porsche va continuer ou est-ce que finalement on va arriver aussi, et là je voulais t'emmener là-dessus, comme à l'époque des 956 ou des 962, plus d'engagement de voitures privées? ah mais C'était un petit peu ça aussi l'idée. moi j'adorerais parce que si tu fais ça, mais bon, c'est ce qui va se passer en Asian Le Mans Series. Hein. En fait, Oui, en vrai, l'Asian Le Mans Series va devenir intéressant. Parce que bon, c'est pas non plus le championnat qu'on suit le plus. Hein. Mais on fait l'Asian Le des Mans épisodes Series pourtant. ouais, mais c'est pas les épisodes les plus écoutés non plus. Mais je pense que l'Asian Le Mans Series va devenir très intéressant avec les hypercars parce que, on va pas se mentir, l'engagement d'une hypercar par des équipes privées, donc au sens qui n'ont pas les moyens usines et qui sont bah ça met quand même ça redonne un élément d'incertitude. Ce que je veux dire par là, c'est que Penske, enfin je vais en citer plein, WRT, etc., etc. Il y a peu d'erreurs quand même. Dans l'exécution, Bien sûr. il y a peu d'erreurs. C'est quand même des équipes de ouf quoi. Et si tu mets des équipes un peu moins capées avec des hypercars, ben là du coup, et surtout il y aura des gentlemen, enfin il y aura du bronze au volant. Et forcément là, tu auras beaucoup moins la certitude que même si la Porsche elle a la meilleure BOP sur le papier, t'es pas sûr que ça gagne parce que vu qu'il va y avoir je sais pas qui au volant, tu vois, Ouais, c'est vrai. il va y avoir plus de. Donc oui, et si tu en fais un championnat d'équipe privée avec des hypercars, ça peut être intéressant, mais c'est quand même pas le but des constructeurs à la base. Hein.
Non, et puis moi j'ai un peu la crainte aussi parce que les pilotes bronze ils sont de plus en plus perfectionnés, j'allais dire, ils travaillent Ouais, dur, ils font du sport ouais. et tout. Enfin, on se faisait la réflexion sur certains pilotes bronze, tu vois, qui ont même changé physiquement en quelques années, parce que voilà, ils deviennent très costauds ou alors au contraire très secs, mais dans la bonne manière. Moi je me dis, des pilotes bronze au volant de ces hypercars, oh là là, et ça peut faire des dégâts et ça peut coûter cher. Donc je sais pas quoi en penser, Bah, je tu te dis, il vois. n'y en À a la eu qu'un fois je seul trouve pour que c'est l'instant. bien. Ouais, pour l'instant, il n'y en a eu qu'un seul, c'est notre ami. À chaque fois, j'oublie son blaze. Qui a roulé surtout au Mans, là. Hmm. Ouais, je l'ai pas. Attends, qui? Ben Keating. Ah oui, d'accord, Ben Keating. Non, il a pas roulé en. Ah si, c'est vrai qu'il a roulé avec la voiture Ouais, de chez de chez Mustang JT. Sampling, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a eu que Ben Keating, mais bon, on est sur du haut niveau de gentleman, quoi. Enfin, sur un mec qui est Ouais, plutôt à ouais. l'aise et voilà, qui va pas faire de folie. Ouais, mais il roulait pas beaucoup, tu vois, donc bon, Non, mais à voir. Ok, ok. Bon, voilà. En tout cas, pour la situation Porsche, c'est un petit peu ça. On parle aussi de justement du facteur pilote, où certains, pourtant bons clients de chez Porsche, moi je pense à un Français notamment, seraient en discussion avec d'autres constructeurs. Enfin, je sais pas jusqu'à quel point on peut ah, t'as en des parler, infos, mais c'est vrai toi. que Ah ouais? bah, Mathieu Jaminet, il aimerait bien aller voir peut-être ailleurs et c'est bizarre dans le sens où il a quand même fait toute sa carrière avec Porsche et que il est très estampillé Porsche. Mais si on commence à s'intéresser peut-être à d'autres programmes, est-ce que ça veut dire que voilà, Porsche veut peut-être réduire un peu la voilure? Je sais pas. J'ai eu vent que chez Porsche, ils sont pas forcément hyper à retenir leurs pilotes. Ce que je veux te dire par là, D'accord. c'est qu'apparemment Ok. pendant l'intersaison dernière, là, 2024-2025, Ouais. il y a eu des discussions ou des coups de fil où bon, enfin, ils ont pas un allant fou pour dire, alors, bah, je sais pas, tu parles de Mathieu Jaminet, mais ou d'autres pilotes, ils ont pas Bah, forcément un truc du on l'a vu genre, avec Fred Mako, on l'a vu oui, avec André Lauterer. Enfin, tu vois, ça voilà, pouvait se comprendre parce qu'il y avait un petit changement, mais ouais, Mathieu Jaminet, il est quand même beaucoup plus jeune, quoi. ouais, j'ai eu d'autres noms aussi qui ont circulé, où en Ok. fait, t'as pas vraiment le coup de fil en disant, écoute, voilà, cette année pour toi on a pensé à ça, 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 on voudrait te mettre là, est-ce que tu serais partant pour faire tel truc? Enfin, d'habitude c'est comme ça que ça marche, hein. D'habitude on te dit, Bien t'es sûr. pilote officiel Porsche, bah écoute, bon bah ouais, tu vas faire une course en GTD avec tel gentleman, bon. Par contre, à Daytona, on compte sur toi sur telle voiture, au Mans, on te met avec... Enfin, en fait c'est comme ça que ça se passe, et le pilote en Bien sûr. face, est-ce que toi t'as des envies? Bah j'aimerais bien faire les 24 heures du Nürburgring, ok, très bien, on peut trouver un truc. C'est comme ça que ça marche. Apparemment, chez Porsche, depuis 2 saisons, ça se passe pas trop comme ça. C'est plus genre, oui, oui, bah, bon, de toute façon, bah oui, le WEC, machin, on fait ça. Il n'y a pas cette volonté de proposer des sides, tu vois, des trucs un peu complémentaires qui Ok, sont fun. je comprends. Puis voilà, bah, tu fais tes activités médias, tu fais tes machins. Ok, tu vas au taf, quoi. Super. C'est quand même, on est quand même dans un sacré métier passion, quoi. Et apparemment, on a un peu perdu ça du côté Porsche. C'est vraiment, C'est vrai. ça me semble, c'est les rumeurs que j'ai eues, c'est les infos que j'ai eues. Ça semble être assez marqué dans ce programme 963. Par opposition au programme 919 où j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de compréhension et d'attente aussi de la part des dirigeants envers les pilotes. Tu vois, Ouais, c'est vrai. ils étaient beaucoup plus impliqués. Là, en fait, c'est juste des mecs qui sont chargés d'emmener la voiture, quoi. Et ben C'est juste, voilà, en fait, parce c'est un qu'il y a consommable, quoi. justement, C'est un consommable. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est parce qu'on va plus aller sur le côté technique de la voiture et caractéristique de la Ouais, voiture ouais. et moins Ouais, vas-y, monte imaginer dedans. ce côté pilote, tu vois. Voilà. Dans d'autres secteurs, ça se marche aussi comme ça, où en fait tu remplis un tableau et tu pioches quelqu'un. Et moi, Exactement. je regrette ça. Ouais. Bah, surtout quand t'as des gens, bah, enfin, Mathieu Jaminet ou Julien Lower, Oui, oui, bien sûr. enfin, et tous, hein. Mais globalement, oui, si. Globalement, quand t'as des mecs comme ça, enfin, moi, ça me fait penser à des, parce qu'on parle de Porsche, là. Moi, ça me fait penser, je sais pas, à des Timo Bernard ou Romain Dumas, ou Hmm. Patrick Long, des gens comme ça, tu vois, Lucas Lourd. Quand t'as des gens comme ça face à toi, mais faut les exploiter. Je mets les guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, Faut bien s'en sûr. servir. Ils ont une connaissance de dingue, et moi, je leur remets beaucoup de choses d'entre les mains, hein. Si demain j'ai une équipe, même si je suis Porsche, ces gars-là, je leur demande énormément de choses et je les écoute, quoi. Et je leur propose. Enfin, en fait, c'est quand même eux ouais, c'est un peu eux les stars, je trouve. Enfin, tu vois, il y a un Ouais, côté. c'est vrai. Et apparemment, c'est pas trop le cas Tout à fait. chez Porsche. Chez Non, Ferrari, ils semblent beaucoup plus impliqués. Tu vois, un peu plus. Ouais. ils annoncent sur les réseaux. On a poursuivi le contrat d'Antonio Giovinazzi. Oui, bah, c'est bien. Enfin, moi, ça me surprend toujours, ça, ces trucs de contrat. C'est très Formule 1. Mais pourquoi pas? Et tu vois, c'est une communication qui fait très F1. Bah, si, il y Bah avait oui, mais c'est Jota qui bien. fait ça depuis des années. Felipe Albuquerque qui est prolongé. Et bah, enfin, attendez, non, c'était chez United. Ouais. Albuquerque est prolongé. On est au mois de juillet. Enfin, ok. Bon. Ils le Mais verrouillaient c'est aussi tellement une tôt. manière. Ouais. Non, c'est aussi une manière de prendre soin De de montrer ses la pilotes, c'est confiance. Ouais, clair. exactement, la confiance que tu mets dans les pilotes.
Bah regarde, hein, t'as des épopées, mais bon, chez Porsche, il y a quand même du monde qui est là depuis le début du programme Oui, bien 963. sûr. Mais les belles épopées, c'est aussi ça, hein, c'est des pilotes qui sont restés des années chez Corvette, des années là chez C'est Ferrari, vrai. je pense qu'on va les garder pendant longtemps. C'est pas mal. Et bref, ouais, ça a pas l'air d'être le cas actuellement. Non, non, c'est vrai. Bon, chez Acura, par contre, en IMSA, bah, on reste sur 2 victoires consécutives avec 2 équipes différentes, hein, finalement. Enfin, 2 voitures, pardon, différentes. Et bah, ça se passe plutôt pas mal avec Niki Loli et Ranger van der Zandt qui ont réussi à gagner à Détroit. Et puis Tom Blomqvist et Colin Braun qui se sont imposés à Watkins Glen, mais un petit peu voilà, en réussite aussi, sur une stratégie qui était plutôt bien exécutée. Donc voilà, chez Meyer Shank, on est bien là pour exploiter les Acura. Finalement, c'est peut-être ça aussi qui explique que Acura puisse être dans le match face à Porsche, c'est que bah, on a une équipe, un peu comme Penske, Ouais. qui exploite les voitures. Tandis que chez Cadillac, bah, on a Wayne Taylor qui a 2 voitures, et puis on a aussi l'équipe Whelen Engineering. Tu vois, ça me fait penser un peu comme à l'époque avec justement Chip Ganassi Racing, quoi, qui avait ces 2 autos ou une auto, et puis à côté tu avais Whelen. Enfin, ça a toujours marché comme ça. Et ben, on voit que peut-être c'est difficile, non? Je sais pas que ça puisse fonctionner quand on a bah, l'exploitation d'une voiture par plusieurs équipes. Tu vas me voir venir après, je vais arriver sur une autre équipe. Ouais, bah en fait, chez Cadillac, ça a toujours été compliqué cette présentation, Bah ouais, effectivement. Moi, je me souviens au Mans, en termes de médias, de ce qu'il faut dire ou pas dire, il y avait vraiment, faut insister, ce sont des voitures officielles. Mais en fait, oui, mais l'autre, elle est engagée bah oui, par Whelen, machin. Ouais, ouais, mais elle est by Cadillac. Enfin, tu sais, effectivement, il y a toujours ce problème de positionnement. c'est ça. Et ce qui veut dire que derrière, c'est aussi, c'est juste une question de le flux d'argent, hein. Où est-ce qu'il va, le flux des données aussi. Comment on partage les datas Oui, entre équipages, etc. Et bah, clairement, ça marche pas trop, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Alors que là, bah moi maintenant, aussi. en WEC avec Jota, ça a marché avec Ah la bah là voilà, BOP, d'accord, ça a marché avec cette BOP, c'est vrai. Mais, non, mais parce que voilà, tout à fait. mais Je suis on voit en d'accord. tout cas il y a une vraie, bah, Jota, il pose un cadre, quoi. Les mecs, tout de suite, quand ils vont construire quelque chose, ils partent des fondations, quoi. Ils vont pas juste mettre une cabane qu'on trouve jolie de loin, quoi. Donc, ça marche. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné plein d'années Ah bah ouais. consécutives justement à chaque fois, et tu vois, dans leur rang ils ont quand même Dieter Gas qui a bien connu l'histoire Audi. Enfin, donc moi je suis pas surpris de voir que ça marche avec Cadillac pour Jota. BMW, je suis pas surpris de voir que bah, avec WRT ça fonctionne quand même. Et donc c'est là où je voulais en venir. RLL va donc perdre le contrat BMW en IMSA. Est-ce que WRT pourrait donc être un peu à l'instar de Penske, bah, justement une équipe qui exploite les BMW un peu partout sur le globe, ou est-ce que finalement c'est une autre équipe qui pourrait hériter de ce programme? Quel est ton avis? Bonne question. Quel est ton avis? Moi je pense que WRT a envie d'essayer aussi d'être présent aux États-Unis. Alors même si ça ajoute des complications, mais je les vois bien exploiter cette BMW pour avoir plus de données, plus d'infos, plus de logique aussi, même ne serait-ce que dans le choix des pilotes et de les envoyer là ou là. Et donc je vois bien ce programme BMW peut-être un petit peu prendre de l'ampleur aux États-Unis. Ils Ouais. sont là, hein, tu vois, il y a 2 podiums, 4 pôles, on l'a dit, 2 podiums quand même, 2 fois troisième à Long Beach et à Laguna Seca, mais à Watkins Glen, ils étaient nulle part, par exemple. Je sais pas trop, en fait, si. Bah, enfin, WRT, je pense, c'est donner les moyens avec maintenant des installations de dingue, avec. Bah, ils sont pareil, hein, Ouais, c'est le genre d'équipe qui est ultra structurée et qui aurait pas de mal à prendre en charge ce programme. Après, ça rajoute quand même une complication de ouf parce que tu es sur un autre continent. Ça veut dire qu'il faut c'est aussi vrai. avoir du personnel sur place. Enfin, oui, tu peux t'arranger à faire des allers-retours, etc. Mais quand même, je sais pas si ça, je sais pas s'ils Non, n'ont non, pas plus hmm. intérêt à repasser. J'en sais rien. Et est-ce qu'on va Ah, peut-être c'est avoir une dur, hein. diminution du programme aussi et justement peut-être un focus que sur les courses longues? Ah, alors ça, c'est possible parce que tu vois, Porsche, par exemple, est-ce que l'année prochaine, il serait pas que sur les courses longues de la Michelin Endurance Cup? À voir, mais ça serait vraiment une mauvaise nouvelle pour l'IMSA, pour le coup, parce que là, Mhm. clairement, on est bien en IMSA. Tu te retrouves avec des autos quand même qui sont assez variées. Tu as la présence des Lambeaux, justement, bah, que sur les courses principales. Mais tu vois, Romain Grosjean, Daniel Kvyat, ils ont quand même terminé septième à Watkins Ouais. Glen. Donc c'est dans l'absolu pas si mauvais que ça, même si bon, il n'y a pas beaucoup de voitures. Mais moi j'aime bien avoir cette variété. C'est vrai que si on voit, en plus d'avoir des courses qui ont une fois deux catégories, une fois trois, une fois quatre, enfin on n'y comprend rien. Si en plus tu as une fois la Porsche Penske numéro 7 et puis après sur l'autre course tu l'as pas, là ça va rendre les choses
encore un petit peu moins facile, quoi. Oh, oui, mais là pour le coup, et c'est encore l'ancien qui parle, moi j'aimais bien quand on avait un plateau un peu plus gros à Daytona ou à Sebring par rapport, et c'est toujours un peu le cas quand même, hein. Il y a certains engagés Oui. qui sont pas à la saison, etc. Moi en fait ça me choque pas trop quoi, Ah ouais? d'avoir non, tu vois, mais même moi je ferais ça en WEC, quoi. En WEC, il y a une manche à Sao Paulo, bah on a, je sais pas, des équipes. Après, c'est Ah, peut-être un mauvais exemple, mais ouais, tu vois ce que je moi, veux je dire. pense que c'est. Non, moi, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas fan de ça parce que il n'y a pas euh, cette projection, j'allais dire, sur ton équipe, par exemple, que tu as suivie et qui était un petit peu plus en difficulté à Imola, mais qui va revenir à Spa. C'est génial. Non, mais ils vont revenir, mais par contre, il y aura, on prend Ouais. Spa, et ben tu engages aussi, il y a 4 voitures qui sont là en plus parce que c'est la Ouais, dernière manche d'accord. avant Le Mans. Et ben c'est, après là, je sais pas, hein, Ouais, mais sauf que tu sais qu'à la rentrée, t'auras personne à quota. Tu vois ce que je veux dire? Si tu suis cette logique, t'auras pas de 3 ou 4e voiture engagée parce que bah à quota, il n'y a pas d'événement particulier après. Ou... Tu vois, je sais pas. c'est un peu le problème qu'il y a notamment dans le domaine de l'historique. Moi, je suis un peu plus maintenant. Dans le domaine de l'historique, t'as un peu ça parce que comme dans un championnat WEC ou dans un championnat IMSA, t'as certains joyaux de la couronne. Je pense à Spa Classique, je pense Bien sûr. au Mans Classique et Imola où je pars dans quelques jours. Bah, il y a moins d'attentes, donc effectivement le plateau va être moins conséquent. Et tu vois, il y a cette discussion de se dire, c'est pas cool pour les organisateurs, pour pour le suivi de Ouais. l'événement. Donc ils sont en train de trouver des solutions justement pour avoir ce plateau un peu plus récurrent Bah voilà. et qu'on ait moins de Moi trous je dans la trouve. raquette. Oui, mais Ouais. je suis d'accord, mais par contre, mais ça n'empêcherait, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que tu peux aussi beaucoup plus donner une tonalité à ton événement. Enfin, là, je repars sur un autre délire, mais je sais pas, ouais, moi, j'aimais bien quand, aux 12 heures de Sebring, avant qu'il y ait le merge entre la CO et l'IMSA, avant qu'il y ait Ouais. un accord réglementaire, et ben, aux 12 heures de Sebring, par exemple, on avait les Audi, on avait les Peugeot, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était bien. C'est sûr que ça ajoutait un petit truc différent. Ouais, ouais, non, tout à fait. Moi, après, ce que Au j'aime Petit Le Mans, bien, ça roulait aussi, tu honnêtement, vois. moi, ce que j'aime bien en IMSA quand même, c'est de retrouver, par exemple, sur la manche de Long Beach, des GTD et des GTP. Tu vois, ça, c'est plutôt pas mal. À Mosport, j'ai beaucoup aimé le fait que les LMP2 soient les voitures de référence, parce que ça, je suis très bercé à l'ELMS, évidemment, et qui est quand même deux catégories, tu vois, qui est quand même les GT. À Virginia, alors oui, c'est une course dont tout le monde se fiche, j'ai l'impression, mais Ah, moi, j'aime j'adore bien, parce que Virginia, t'as j'adore. mais non, mais t'as que des courses avec des GT. Parce que évidemment, sur ce petit circuit, tu vas pas amener des GTP ou des LMP2. Mais voilà, je trouve quand même que finalement, le côté négatif que j'exposais tout à l'heure, sur le fait qu'on comprenne rien, Hmm. sur une trop grande variété, j'allais dire, dans l'année, bah, c'est aussi ce qui fait le charme de certaines épreuves. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu circonspect avec l'IMSA. Tu vois, je sais pas trop quoi en penser. J'étais content Circonspect. de Ah ouais, oui, de retrouver les LMP2 par exemple. Parce que tu vois, les LMP2, quand tu regardes leur saison, ils sont à Daytona à Sebring, génial. Et puis après, ils reviennent qu'à Watkins Glen en juin. C'est c'est quand vrai, même une c'est vrai. grosse pause, tu vois. Donc, bon, ils avaient fait l'impasse sur 3 courses, hein, sur Long Beach, Laguna Seca et Détroit. Des questions de place, on imagine bien. Mais à Watkins Glen, ça a été le retour des LMP2 et je suis content parce que je vais pouvoir en parler. Si Porsche domine en catégorie GTP, et assez largement, hein, parce qu'ils ont plus de 300 points d'avance, donc plus d'une victoire d'avance sur l'Acura numéro 93 de Yellow-Lee et Van der Zandt. En LMP2, c'est beaucoup plus serré, parce que tu as 3 voitures en l'espace de 100 points. Tu as United Autosport qui mène le bal, avec une victoire à Watkins Glen et une deuxième place, je crois, à Mosport. Tu as l'équipe AO Racing, avec un PJ Hayet, alors ça, faut que tu m'en parles, parce que quelques jours après la victoire au Mans en Pro-Am, euh, pour l'équipe AO by TF, bah là c'était AO Racing qui a fait la pole à Watkins Glen, qui a fait la pole à Mosport et qui se montre parce qu'à Mosport, bah, première victoire pour AO Racing en IMSA. PJ j'ai l'impression qu'il prend vraiment ses marques et en fait bah, ils sont inarrêtables. Hein. Qui est Louis Delettra ou pas d'ailleurs dans la voiture, ils sont au sommet parce qu'ils ont gagné au Mans, ils ont gagné en ELMS et ils ont gagné donc à Mosport. Bah, PJ Hayet, oui, ça devient un nom qu'on a, enfin, ça fait plusieurs saisons maintenant, mais ça devient un nom un peu référence. Il sort pas de nulle part. Il a commencé tard, finalement, parce que c'est 2022 Oui, où on l'a commencé à le voir en GT World Challenge America, pas by WS, là, ça devait être, je sais plus non. par quoi c'était, mais il a commencé comme ça, modestement, on va dire, et puis après Project One, etc. Project One, AO Racing, AO by TF, AO by, voilà. Ouais, ouais, il a pris les choses vraiment très à cœur et surtout il a Ouais. fait ça vraiment dans le bon ordre, quoi. Et puis surtout, coaché
à l'ancienne, je pense, par Gunnar Janet au départ. Donc, Gunnar Janet, pour ceux qui ne voient pas, on est sur l'épopée Panos, on est sur un pilote, ouais, voilà, ancienne école, Porsche 911 GT1. Enfin, voilà, c'est un gars qui a beaucoup de courses dans son historique et je trouve un peu un pilote à l'ancienne, enfin, jeune d'état d'esprit, mais je pense il a appris pas mal de trucs. Coaché aussi par Ben Barnicot, donc ça va. Dans le genre pas mal aussi, hein, mec plus jeune du coup, mais futé, intelligence de course, stratégie, ne pas se jeter. Enfin, je pense qu'il a eu des bons coachs. Et puis les résultats s'enchaînent. Hein, 2023, saison plus complète. Et là, il est en train de vraiment prendre la mesure du truc. Et en plus, avec des voitures difficiles, je sais pas, l'Oreca, je sais pas, j'ai jamais piloté une Oreca. Mais en tout cas, se lancer avec une Porsche 911 RSR, à l'époque, quand il a commencé en 2022, en GTE-AM, une RSR 19, on sait que c'est pas forcément les voitures les plus faciles à piloter, les Non, Porsche. c'est vrai. Et commencer par ça en GT, c'est quand même c'est ambitieux. Et les résultats qu'on suivi. Et là, avec la LMP2, il a l'air très à l'aise. Il fait les choses en tout cas dans le bon ordre, quoi. Step by step, mais avec déjà des victoires, c'est classe. Hein. Ouais, c'est solide. Bah, je crois que ça l'a vraiment débloqué en fait cette victoire aux 24 heures du Mans. Et puis, je pense aussi que tu vois, il y a eu Gunnar Janet à un moment donné qui a été important. Et puis après le passage de relais avec Louis Delettra. Et puis quand même Dan Cameron, hein, mine de rien, même si je pense qu'il est un peu moins solide que Louis, c'est quand même vraiment du bon pilote. Et donc, bah, on doit avoir une belle synergie, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est quand même United Autosport hein, qui mène le bal. Ça, c'est quand même dingue. Et United qui mène aux États-Unis en tout cas. Et ce qu'on connaissait en ELMS à l'époque, bah voilà, ils sont en train de le refaire en IMSA. Avec, pourtant c'est bizarre, mais avec Paul Di Resta hein, qui réussit donc à faire bah voilà, d'excellentes choses. Rasmus Lind, c'est un très bon jeune pilote, lui aussi. Là, c'est vraiment un petit peu à l'instar d'un Tom Gamble, voilà, si je peux faire Ok. le parallèle. Et puis Dan Goldberg, bon bah voilà, ça c'est le pilote bronze. Mais bon, ils font une bonne perf. Ils ont gagné à Watkins Glen, ils ont gagné à Daytona quand même, et à Mosport. Alors c'est AO by TF qui gagne, enfin AO Racing pardon, qui gagne. Mais c'est surtout Tom Dillman qui nous a fait peur parce qu'il était leader de la course. L'année dernière, ils avaient gagné à Mosport. On sait qu'ils ont fait bah, ce qu'ils avaient à faire au Mans aux 24 heures parce qu'ils ont gagné. Enfin, Inter Europol, c'est vraiment une équipe de référence maintenant en LMP2, moins en LMP3 du coup. Et il y a eu un souci technique et malheureusement Tom Dillman est allé dans le mur et ça a été violent de chez violent. Il a passé un petit moment à l'hôpital aussi, beaucoup de points de perdus, mais heureusement il va bien Tom. Il nous a fait peur hein, parce qu'il a tapé le mur au quatrième virage, je crois, le virage à droite là juste après le premier enchaînement qui monte, qui descend et en fait il a traversé les pneus et il a tapé directement le mur. Donc ouais, c'était compliqué en plus côté pilote puisque ça a été côté gauche. Mhm. Donc voilà, il nous a fait peur. Exactement. Bah écoute, oui, non, j'ai rien ajouté sur ça, sur ce P2. Est-ce que tu veux faire un point GT parce que c'est pareil entre les Bien sûr que je vais 1902 faire un point points. GT, Ah ouais, pardon. évidemment. Alors, par contre, 1800 points. pour finir avec l'histoire de Tom, je crois que son papa est passé par l'hôpital. J'ai pas bien compris, mais j'espère avoir des infos de Gérard. Mais voilà, je crois aussi que voilà, dans la famille, les deux sont passés Ok. par l'hôpital. Bon, Tom va bien, donc ça Ouais, il c'est a une bonne nouvelle. communiqué, Et il puis a bah, communiqué sur les réseaux effectivement. Ouais. Ouais. voilà. Et on va le retrouver donc bah, pour la prochaine manche. Hein, ça sera là, dans quelques jours seulement. Ça sera le 3 août à Road America pour l'épreuve de LMP2. Donc voilà, les LMP2 n'ont plus que 3 épreuves, comme les GTP d'ailleurs, puisqu'ils n'iront pas à Virginia comme on l'a dit, au contraire des GT. Et donc GT des pros, eh ben, en fait, on voit que la saison est très ouverte. C'est quand même Chevrolet Corvette, c'est la Corvette de Sims et Garcia qui mène avec 40 points d'avance. Donc ils ont 1942 points, incroyable. Et 40 points d'avance sur la Porsche à Haut Racing. Donc ça reste très très solide, même si à Mosport ils ont marqué un peu le pas avec la Corvette, mais ils étaient sur le podium, notamment à Watkins Glen. 4 podiums en 6 courses, c'est plutôt solide. Hein. On retrouve l'équipe Corvette comme à l'époque, quoi. Oh, ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est très teinté Corvette. Belle performance des Espagnols, Antonio Garcia, Albert Costa, c'est bien placé. Oui. Non, Ah, je suis content pour Albert Costa, hein, qui reste, bah, je crois qu'il roule avec la Ferrari de chez Dragon Speed. Il reste sur une 3e place aux 6 heures du Glen Mhm, et une victoire à Mosport mhm. à la stratégie. Donc non, vraiment, c'est quand même solide. Ferrari est pas loin des fameux Chevrolet, Corvette et Porsche justement qu'on a évoqués. Parce que
Albert Costa, c'est le seul troisième, mais il est finalement à quoi, une quinzaine de points de la Porsche au Racing, donc rien n'est fait. Et puis derrière, on a BMW et Ford qui sont aussi bien placés, avec notamment les duos Dan Harper, Max S, donc les tout jeunes là, Oui, oui. qui ont fait une victoire aux 6 heures du Glen, et puis Prio et Rockefeller, quoi. Alors, et en plus, alors moi j'ai pas les résultats, j'ai pas tout sous les yeux, mais petite précision que tu n'as pas donnée tout à l'heure et qui encore complexifie les choses, c'est que on l'a dit, on a rigolé, mais les points sont distribués par poignées, par Ouais. paquet de points, des centaines, des milliers de points. Par contre, le classement de la Michelin Endurance Cup, donc les Ah oui, fameuses courses qui c'est sont 5 les points courses le longue durée, vainqueur. c'est combien? T'as dit 5, hein, c'est ça, ouais. Et C'est ça. du coup, le truc, ce qui est assez logique, vous me direz, puisque là, en fait, ces courses-là longues, elles font partie du championnat global. C'est-à-dire que le classement global avec les 18 000 points, ça, voilà, vous avez une hiérarchie qui se dessine, comme tu l'as dit, United, Corvette, enfin voilà, bref. Par contre, si tu focuses que sur les courses longues et qu'en plus, c'est pas le même barème, et ben la hiérarchie est totalement différente. Et donc là, bah, c'est BM, je crois, qui est devant, en GTD Pro. Oui, tout à fait. Voilà. Alors que c'est C'est pas le cas, c'est alors que c'est pas le incompréhensible. cas au classement autrement, quoi. Enfin, voilà. Mais non, d'ailleurs, ils font même pas toute la saison. En tout cas, le trio fait pas toute la saison. Il y a Madison Snow, Neil Verhagen qui en fait sont leaders de la Michelin Endurance Cup parce que, un petit peu à l'instar des 24 heures de Spa, pendant Daytona, tu as des points qui sont Ouais. distribués aussi à mi-parcours, qui sont distribués même après 6 heures même, après 18 heures également, et puis à l'arrivée. Donc 5 points à chaque fois si t'es premier. Aux 12 heures de Sebring, c'est pareil, après 4 heures, 8 heures et à l'arrivée. À Watkins Glen, à Indianapolis, après 3 heures et à l'arrivée. Et puis à Petit Le Mans, c'est après 4 heures, 8 heures et à l'arrivée. Bon, bref, on n'y comprend rien, hein, effectivement. Mais c'est bien BMW qui mène devant l'autre BMW de Dan Harper et Max S. Et tu as la Porsche de Klaus Barler et de Lorin Heinrich, notamment, Ouais. qui, qui mène avec 26 points. C'est pas Qui mal, mène, hein. qui est troisième, pardon, avec 26 points. C'est pas mal, hein, ces classements. Non, mais c'est vraiment. Non, mais ça n'a aucun sens. Donc, tu as 34 points pour le leader de la catégorie Michelin Endurance Cup en GTD Pro. Par contre, tu as 1942 points pour celui qui fait toute la saison. Bon, c'est vraiment du simple au quintuple. Et Même plus. je plains les personnes, tu sais, qui font les calculs justement, Oui, parce que voilà, et puis qui font les calculs et qui font aussi enfin voilà, les podiums, enfin vraiment pour tenir le truc à jour, parce que t'as les podiums en Michelin Endurance Cup, t'as le podium du championnat global. Et encore là, ils ont pas non plus de sous catégorie, tu vois. Mais c'est quand même un enfer de points de. Mais bon, je te dis, je pense que ouais, ça c'est participe difficile. vraiment de la volonté Oui, bien sûr. d'avoir. Quand t'es pilote, bah tu rentres et le soir tu vois que je suis à 912 points. Allez, tu vois. Et le leader, il a combien? Oh non, chérie, écoute, pose pas de questions. Moi, j'ai 912 points. Tu vois? Pas mal, non? Voilà. Non, mais Mais enfin. t'as fait 3 courses cette année? Ah oui. Ouais, mais bon, c'était des gros points. Là, j'ai marqué les esprits. Non, mais c'est Bon, on incroyable. passe à la catégorie GTD justement avec les pilotes amateurs, parce qu'en GTD Pro, son nom l'indique, mais on a des pilotes professionnels qui sont des représentants des constructeurs. En GTD, les équipes engagent les autos et on a des pilotes justement qui sont des pilotes gentlemen avec des efforts privés. Et ce petit jeu-là, c'est souvent Windward Racing qui est devant, sauf à Watkins Glen, c'est quand même assez rare, hein, 16e place, une course difficile, mais sinon, ils sont souvent soit sur la première marche, soit sur la deuxième marche du podium. Et ils sont leaders avec cette Mercedes AMG GT3 Evo, donc chez Windward. Ils dominent un peu la catégorie, quand même, on peut le dire. Ils ont 100 points d'avance sur la Lexus du Vasseur Sullivan Racing, qui était large leader au Glen, aux 6 heures. C'est incroyable d'ailleurs leur saison. Ils ont raté leur épreuve de Daytona. Ils ont fini 14e. Après, ils font 3 podiums de suite. Ouais. Deuxième à Sebring, deuxième à Long Beach, deuxième à Laguna Seca. Tu te dis, ils vont gagner au Glen parce qu'ils sont leaders à un tour de l'arrivée. La voiture tombe en panne. Ils terminent 11 et à Mosport, ils terminent 3e. Et ils ne sont qu'à 100 points de la Mercedes. Donc tu vois, Lexus est là aussi. Tu vois, il n'y a pas qu'en WEC que cette Lexus fonctionne. Effectivement. Et par contre, bah, ce ne sont pas eux qui sont devant en Michelin Endurance Cup, puisque là, c'est. Ah non, Ah non. Là, c'est plutôt c'est l'Aston. Aston Martin, Ferrari et ouais, oui, c'est ça, Aston Mais Martin, Ferrari. ce qui est beau, c'est que l'Aston Martin mène la Michelin Endurance Cup avec 27 points, à égalité avec la Ferrari Ouais, de chez voilà. Inception. Ouais, c'est ça. Bon, donc ça, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, et F Corsi aussi, non? et il y a F Corse qui est pas loin. Ouais, je sais plus où ils sont. Ah, pour moi, ils sont à égalité J'ai aussi. même plus. Ah oui, t'as raison. Voilà. 27 points. Ah Voilà. bah 27 pour une Ferrari, c'est logique.
Un numéro 27 pour une Ferrari, c'est pas mal. Avec Simon Mann, avec Alessandro Pierguidi et avec Lilou Wadou. C'est ton numéro préféré, c'est ça, hein? Non, c'est surtout que c'est Oui. historique. Il y avait Gilles Villeneuve qui l'avait, Voilà. il y avait Jean Alési. Voilà, Ouais, c'est ça. le 27. Et... Non, mais je croyais que j'ai cru entendre une anecdote où justement où tu... Attends, je vais la voir dans l'ordre. J'ai entendu un podcast où tu étais invité, où tu racontes que Oui, quand tu étais gosse, tu oui, voyais que les commentateurs parfois ne savaient pas faire la différence entre la 27 et la 28 chez Ferrari quand il y avait ces deux numéros qui exact. étaient employés. Et tu disais, mais c'est évident, la 27! Voilà, c'est ça. Bah oui, la 27, elle avait des petits carrés jaunes. Enfin, Voilà. c'est facile. Putain, Ah, t'as bien déjà écouté. étant gosse, il était Bravo. chiant celui-là, tu vois. Non, je suis précis, Pointilleux, ouais, monsieur. voilà, On c'est essaie ça. d'être le plus précis. Précis, pointu, affûté. Voilà, Pour ceux qui exactement. veulent. Mais je vois que tu as bien écouté le podcast Apex Ouais. sur le parcours que j'ai pu raconter. Bon, bref, voilà. En tout cas, à retrouver sur les réseaux. Donc oui, bah écoute, C'est bien dit. ce GTD avec la Lexus qui marche On va pas encore. se mentir, ça fait moins rêver sur le papier. Ah ouais, non. Par contre, je trouve que le spectacle est au rendez-vous jusqu'au bout. Parce que voilà, on l'a dit, il y a des drapeaux jaunes, il y a des relances, etc. Mais ça s'est joué à pas grand-chose dans les derniers instants. Cette fameuse victoire en GTD à Mosport avec Danny Formal et Trent Hindman qui gagnent d'un rien face à la Mercedes de Philippe Ellis et Russell Ward. Et puis derrière, on a Hawksworth et Thompson qui sont troisième avec leur Lexus. Donc Mhm. moi j'aime bien quand même à commenter ces catégories. Ça change un petit peu, c'est sympa même si on les voit moins. Ouais, Voilà, puis faut pas se cacher. variété de vainqueurs pour ceux qui sont allergiques à la BOP Hypercar. Là, on a de la variété de vainqueurs. On a de la Ah c'est Lamborghini qui clair. gagne, on a Aston Martin, on l'a dit Mercedes, il y a aussi une Porsche avec Aura Racing qui a gagné Corvette. une course. Enfin, ouais, Corvette, voilà. Enfin, c'est là, t'as du vainqueur différent, quoi. Ah là il y a du vainqueur à foison, c'est clair. Donc bah, effectivement on va suivre ça de près ou en tout cas d'aussi près que l'on peut. On fera un petit épisode IMSA hein, évidemment, peut-être avant Petit Le Mans ou juste après. Voilà, Ah ouais, le on Petit Le refera un Mans, petit. ça c'est vraiment le top événement. Enfin, bien sûr Ah bah oui. Daytona et Sebring, mais le Petit Le Mans, j'adore. Ça c'est un grand moment. C'est le premier événement en fait, hein, parce que bon, enfin peut-être Oui que c'est vous le vrai. savez déjà, mais sinon je fais une petite piqûre de rappel. C'est mon moment Geoffroy Honner. Je fais un décryptage. Ah oui, c'est ça. C'est l'épreuve qui a lancé l'American Le Mans Series, qui est l'ancêtre en fait de l'IMSA Sports Car Championship, qui a été fusionné avec le Grand Am. Voilà, j'étais trop loin. Mais en tout cas, en 98, c'est la toute première épreuve qui a été organisée. C'est vrai. Dans l'esprit, philosophie, amener les 24 heures du Mans en mode américain. Et ils ont exactement comme Don Panos qui a eu cette idée. ouais, exactement ouais, franchement, Don Palos, on lui doit beaucoup. Enfin, moi, je pense Oui, que je lui dois ta passion? ma passion pour l'endurance parce que non, c'était la semaine dernière que j'ai raconté ça aux commentaires de Mais Gougou. oui, Normalement, j'ai eu quelques errements, mais j'expliquais qu'à une époque, je pense que j'aurais pu partir dans le football, parce que étant nantais et à l'époque 94-95, on était dans des très grandes années foot. Et puis bah quand t'es un petit garçon, c'est vrai que c'était plus simple de voir les matchs de foot, disons, que de suivre les courses d'endurance américaines. Mais en fait, Don Panos avec le Petit Le Mans 98, j'avais récupéré une VHS avec la course et je pense que ça m'a accroché et je me suis dit mais attends, il y a pas que au Mans où il y a des courses d'endurance, il y a d'autres trucs et ça m'a vraiment ouvert et après 99, etc. Enfin, mais c'est là que ça a commencé et je pense que Panos a été pour moi un déclencheur donc c'est pour ça que j'ai l'affiche Petit Le Mans 98 dans le bureau. J'en ai plein, ah c'est beau. j'en ai plein. Ouais, c'est Oui, vrai t'en as franchement. plein, Ouais. évidemment. Mais j'ai T'as notamment pas que celle-ci. celle-là. Non, mais j'ai notamment celle-ci. Ouais. Ah. Ah, ça me plaît, c'est beau comme tu vois moi j'aime bien ces petites anecdotes voilà et c'est vrai qu'on doit ben voilà les passions à certains justement qui eux-mêmes étaient passionnés et ont lancé des belles initiatives donc voilà moi j'aimais bien l'américaine pardon le Mans Series à l'époque c'est vrai que c'était sympa. Là maintenant l'IMSA bah, c'est dans la lignée mais ouais ça a perdu un petit peu de son charme c'est vrai que j'aimais beaucoup les Audi R8 qui arrivaient avec les Team Champion avec À Lime Rock. Velox etc. Ah, c'était sympa. Ouais, Mais quand oui, même. mais c'est vrai. C'est vrai que Ça ça roule. roulait sur Lime Rock. Ah bah ouais, ouais, ça roulait. Il y a des circuits improbables. Enfin, ouais, Lime Rock notamment. Mais non, je n'ai plus comme ça. Mais ouais, il y avait vraiment des trucs incroyables. Et des batailles Audi Panos. Pareil, où moi je me passionnais pour ça, tu vois. On doit être quoi, en 2000 et des circuits urbains où, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais Christensen il a fait une touchette aux essais. Et du coup, l'Audi est par dernière et les panneaux sont devant. Tu te dis là, ça va le faire et tout. La course, elle dure 1h45, là, comme tu dis.
Wow, au bout de Ouais. 3 tours, Christensen est déjà dans les échappements de Brabham. Tu te dis, bon, c'est mort. C'est complètement mort. C'est marrant. Ouais, non, c'était bien. Et puis bah, la semaine, pas prochaine, mais la semaine d'après, enfin en tout cas, ce sera le 3 août, il y a quand même Road America. Moi, c'est un circuit qui me plaît bien aussi. Je te dis, moi, ce que je regrette, voilà, c'est qu'il n'y a pas de suivi plus précis de l'IMSA. Et je me mets dans le lot aussi parce que je sais que tout est disponible sur YouTube, mais c'est pas toujours facile d'avoir les notifications. Il y en a beaucoup et on se perd un peu. Donc voilà, il y a aussi le décalage horaire hein, qui aide pas, évidemment, parce que quand tu as des courses qui commencent un peu tard, ben c'est pas simple. Et puis me motiver pour une course d'endurance de 2h40, j'avoue que ouais, c'est pas vraiment dans l'ADN. Je trouve que c'est trop court. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non? Ouais, voilà, t'es d'accord. Bon, quand même. Il y aura encore deux courses de 2h40 qui vont succéder, un Road America à Virginia, et puis ensuite on aura les 6 heures d'Indianapolis. Ils ont augmenté la durée, donc ça reste un grand événement. Je crois que ça sera diffusé d'ailleurs sur Automoto la chaîne. Et puis les 10 heures à Petit Le Mans pour la grande finale. Donc voilà, il y a quand même des points d'étape importants Ouais. qui sont suivis pour l'IMSA. Mais voilà, je voulais, enfin on voulait d'ailleurs tous les deux, hein, Geoffroy, revenir sur cette saison. Voilà, on est quasi à mi-parcours, on a passé le cap de la mi-saison parce qu'on a déjà fait 7 épreuves sur 11. Mais voilà, c'est notre petite piqûre de rappel à chaque fois avant la pause estivale de reparler un petit peu d'IMSA parce qu'on va marquer une petite pause quand même et on va revenir pour quoi, le LMS, c'est ça, pour la présentation des 4 heures de Spa. On va dire aux alentours du 20 août, quelque chose comme ça te va? Ouais, c'est ça. Rentrée des classes là, ouais, Ouais. 20 août. Parce qu'après, ça va s'enchaîner. Il va y avoir pas mal de trucs. Il y a du Ah oui, après il y a Castellet, des épreuves il y a des historiques. demi-tours de Castellet pour moi. Ouais. Toi, t'es à Il y a du Silverstone Austin, en European Le Mans Series. Il y a Austin, effectivement. Il y a tout à fait. Goodwood qui va peut-être arriver aussi avec le Revival. Ouais. Enfin, voilà, Ah, c'est bien ça. mois de septembre va être dense, ouais, carrément. Ah oui, c'est la reprise, effectivement, et c'est le LMS qui va ouvrir le bal donc, dans cette saison endurance. Alors je dis ça, d'un autre côté, l'IMSA fait pas vraiment de coupure en fait, hein, Non, c'est vrai. C'est vrai. finalement. En tout cas pour les pilotes GTD, fait pas vraiment de coupure parce que on a toutes les courses quasiment avec des GTD, sauf Détroit. Mais c'est vrai que là, ils s'arrêtent quasiment jamais. Il y a pas de répit, il y a pas de vacances. Mais en tout cas, ils ont une belle actu chargée. Et toi, c'est quoi ton actu alors, Oh, Geoffroy? cette Je crois transition. savoir que tu pars en Écoute, Italie. je suis en train de faire la Valoche. Ouais, je Ah, pars à Imola, effectivement, là, dans quelques heures, on va dire. ouais, Imola Classique, rendez-vous des séries Historic Racing by Peter Otto, qui l'année prochaine va s'appeler Le Mans Classic Series, ça va changer de nom, mais ça sera, donc ah, sympa. on n'a pas encore, il n'y a pas eu le calendrier communiqué, mais en tout cas l'année prochaine ça s'appellera Le Mans Classic Series, joli nom, un une vraie passerelle avec les Le Mans Series, enfin avec les Européens Le Mans Series, mais vous l'avez compris, Tout à ça fait. fait vraiment, ça valorise le nom Le Mans, et puis voilà, le côté historique. Donc ouais, Imola, meeting, comment dire, un peu plus calme. On sort les modernes sortent des 24 heures du Mans, et ben les historiques sortent du Mans classique, qui est évidemment le temps fort de l'année, qui en plus maintenant va être Oui. tous les ans. Donc il y a eu beaucoup de voitures là-bas, il y a eu beaucoup d'animations, beaucoup de VIP, etc. À Imola, on va être sur un truc un peu plus confidentiel, en mode un peu plus pépouze, mais avec quand même de belles voitures qui sont présentes, les concurrents, beaucoup de concurrents qui sont engagés à la saison qui seront là, un plateau Ouais. italien inédit, enfin inédit qu'on n'a pas sur les autres manches, on va dire que ça vient en support avec que des Alfa Romeo, avec un certain Arturo Merzario qui sera au volant. Donc on a quand Sympa. même, ouais, on a quand même de très belles choses. Et donc bah voilà, je vais assurer le commentaire là-bas avec l'ami Julien Ergo que vous commencez à connaître dans ce podcast. Donc on sera tous les deux à la manœuvre. Plus évidemment, il y a un peu de boulot là-bas. On y va avec en tant que classique média puisque je suis dans cette aventure classique média. Donc on a Bien des sûr. clients sur place, des choses à faire. Mais pour la partie visible de l'iceberg, on va dire, c'est les commentaires. Donc c'est sur YouTube en direct, prise d'antenne le samedi vers 14h, je crois. Et le dimanche, bah, on fait une journée de 10 heures. C'est devenu mon nouveau Ouais. standard, hein, après tout. C'est bien. Donc le dimanche, ça dure 10 heures à peu près. Ça doit être 9h30 ou 10h. J'ai pas le planning en tête, hein, pardon. Mais 9h30 ou 10h du matin jusqu'à 19h30, 20h le soir. Et le samedi, c'est 14h. Donc voilà, venez sur YouTube, c'est gratuit. On a les ordis sous les yeux. On regarde les commentaires, on échange avec vous, on répond à vos questions. Enfin, on est là pour partager la passion. On est sur un rythme assez tranquille, donc on peut développer Oui, comme voilà. ça, se plonger dans l'histoire de certaines voitures. Enfin, on a le temps. On s'adapte aussi au rythme.
Ouais, sympa. Bah, welcome to my life, hein, parce que c'est vrai que de faire des journées très très longues, c'est quelque chose Ça, je te que, connais, effectivement, ouais. je connais bien. Mais bon, cela dit, là, en ce moment, c'est plutôt des sprints que je fais parce que, C'est quoi ton tu actu? vois, je vais plutôt m'intéresser à la reprise de la Formule 2, de la Formule 3, tu vois, sur Canal+. Donc, ça va être super sympa. Spa-Francorchamps en plus, quel Ouais, circuit. c'est beau. Ça va être, ah ouais, ça va être bien. Pour les pilotes de F3, c'est quand même la dernière ligne droite, hein, parce que t'as Monza, Hungaroring qui se succéderont après, enfin dans l'autre sens. Donc après Spa, il y aura Hungaroring puis Monza à la finale. Ok. Pour les pilotes de F2, il reste encore quelques épreuves. Donc voilà, moi ça sera, bon, on sera tous les deux. J'écouterai d'une oreille ce que tu vas faire, et puis Non. toi tu te brancheras sur Canal, hein, n'est-ce pas? Alors, Voilà. je vais te dire un truc. Ah non, bon d'accord. Non, parce que du coup, c'est aussi la F1, c'est pas Francorchamps. Oui, Julien, Julien a toujours un œil sur la Formule 1. Ça m'arrive parfois de lui envoyer des messages ou de l'appeler un dimanche après-midi et il ouais, me dit ouais. t'es pas sérieux. Enfin, il me raccroche direct au pif et il me dit t'es pas sérieux d'appeler pendant un Grand Prix. Donc en fait, je sais qu'il y aura forcément un ordinateur d'ouvert avec. Faut qu'il regarde la F2. Voilà, tu lui dis, Ouais, non regarde mais la F2 et la non mais F3. ça fait partie de notre de l'accompagnement du week-end et la F3 et la F2. Enfin moi j'adore quand il y a la F3 et la F2 en support de la F1. Donc oui. Alors audio on, je suis pas sûr parce que déjà faut que nous qu'on commente. Non, Et en plus on je a suis d'accord. les ordres dans le voilà. Donc je suis pas sûr qu'on t'écoute, mais il y aura forcément Bon, un écran avec ses comptes, ses codes Canal+. Franchement à chaque fois il fait le coup, donc il y aura ça. Toi je suis pas sûr que tu nous écoutes. bon, Franchement, d'accord. je suis pas sûr. Bon, j'essaierai quand même Oui. hein, sur la journée, voilà, se brancher sur YouTube. Alors moi, c'est plutôt du sprint. Et puis, a priori, alors, à confirmer, mais je pourrais potentiellement commenter aussi le Grand Prix de F1. J'attends la confirmation incessamment sous peu sur, vous savez, la chaîne avec Emmanuel Moine, la chaîne YouTube alors c'est pas la chaîne des pistonnés, mais c'est la chaîne, voilà, c'est Grand Prix, pole position. Enfin bon, bref, voilà, c'est C'est quoi? c'est assez C'est du sympathique. watch along, c'est ça? C'est vous avez pas les droits, mais par contre vous commentez. Ouais, Exactement. ok. C'est le Ouais, comme c'est sympa. c'est la façon Ryu sur l'équipe. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, c'est assez intéressant parce que ça fait un peu, c'est entre la radio Oui, et j'aime bien. il y a quand même des petites infos. Donc c'est sympa. Et puis pour parler plutôt au canal audio, ça y est, mon épisode sur Henri Pescarolo, deuxième partie, est sorti. Il était C'est temps que tu le incroyable, mais sortes. voilà. Il était temps que tu le sortes parce que je commençais à mal le prendre ça. Donc voilà, je pense que ça va te plaire Ok. et ça va vous plaire. Alors, moi, en tant que fan d'endurance, il me raconte toutes ces anecdotes des 24 heures du Mans et pas que d'ailleurs, en endurance aussi globalement. J'ai pas pu tout évoquer, je voulais, mais on a manqué de temps. Puisque ça prend du temps de parler de 33 participations, de 12 participations en tant que chef d'équipe, des courses au Nürburgring, des courses à Spa, des courses un peu partout dans le cadre du championnat du monde. Enfin bon bref, il y en a eu à dire et voilà, il est toujours très prolifique notre ami Henri et c'est génial. Franchement, J'ai c'était un plaisir. j'ai une anecdote si tu veux sur Henri Ah, Pescarolo. c'est trop tard. C'est C'est trop trop tard? tard, j'ai enregistré le podcast, Bon, monsieur. bah, je te la fais quand même. C'est Julien qui me l'a raconté. Je devrais lui laisser puisque c'est vrai qu'il la raconte mieux que moi, je pense. Mais Julien était avec Henri Pescarolo à Montlhéry il y a Oui, quelques années. Alors je ne sais pas pourquoi il ferme, mais sans doute tourner une vidéo. Enfin voilà, il y avait une journée. Bref, dans le cadre, je pense, des missions Peter Auto, etc. Et donc ils arrivent. Il est avec Henri Pescarolo en voiture. Et ils arrivent ouais, donc à l'entrée du circuit où tu as, tu sais, la petite guitoune avec, il dit, il y a une fille qui est là, qui surveille l'entrée, quoi. Donc bonjour, ouais. bonjour. Donc Julien, il me montre, alors, ils ont pas forcément d'accrète, tu sais, c'est t'arrives et puis en fait juste, bah voilà, tu vas rentrer, ils Oui, ont un tu dis qui rendez-vous, tu enfin es, quoi, voilà, ouais. exactement. Et donc je pense, enfin dans mon souvenir, l'anecdote qu'il m'a raconté, c'est que à ce moment-là, il te donne un pass ou un truc pour t'identifier, tu vois, en gros. Et donc la fille dit, mais vous êtes déjà venu? En gros, vous savez comment ça se passe, quoi. Elle dit, vous êtes déjà venu? Et apparemment, Henri Pescarolo a répondu, oui, je suis déjà venu en 67. Oui, c'est vrai. Non, 64. Ouais, Je enfin, pense qu'il a commencé en ouais, 64. ouais. Non, mais tu vois, enfin, en gros, il a sorti une date, genre, oui, bah, je suis déjà venu en 67. Oui. Bon, bah voilà, tu vas faut rire, quoi.
C'est énorme. Mais oui, non, mais il me l'a un petit peu dit hein, dans le podcast. Il trouve que bah, c'est vrai que la transmission culturelle, j'allais dire, c'est peut-être pas forcément faite. Il regrette que les gens ne se souviennent plus de Matra, ne se Ah, souviennent pas de ouais. Pescarolo. Voilà, et moi je pense qu'il a pas forcément raison, mais qu'il a pas forcément tort non plus, parce que les puristes, évidemment, savent de qui on parle quand on parle d'Henri Pescarolo. Mm, C'est vrai que j'ai fait le test avec des plus jeunes, jeunes de 25-30 ans, hein, tu vois. Enfin, mm. alors, j'ai fait un podcast sur Henri Pescarolo. Henri qui? Waouh, waouh, waouh. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, il a pas forcément tort. Il m'a raconté une petite anecdote aussi sur un retrait de permis qu'il a eu parce que les gendarmes ne l'ont pas reconnu. Ça, c'était quand même magnifique. Bon, Ouais, bref. En tout cas, voilà, il y a plein de choses. après oui, je comprends ce qu'il veut dire, mais bah, tu vois, on essaie de contribuer justement à raconter ces histoires, Bien à les sûr. partager. Ouais, je trouve que quand même, ils sont plutôt bien honorés. Enfin, je trouve qu'on arrive à bien faire passer les. Ouais, ouais. Ça demande, c'est juste que ça demande une espèce de rite d'initiation en fait, hein, d'accéder au. Bah, Bien sûr. notre podcast, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire qu'on transmet beaucoup d'histoires, mais de nous écouter par exemple, de suivre des lives commentés de manifestations historiques, de trouver les bons magazines, de racheter d'anciens magazines, d'avoir des livres. Enfin, en fait, tout ça, C'est vrai, c'est vrai. c'est un espèce de parcours aussi. Hein. C'est vrai que c'est plus simple d'acheter la biographie de Max Verstappen, quoi. Ça va plus vite. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Et de s'autoproclamer voilà, spécialiste de F1, bah oui, d'accord, mais bon, il n'y a pas ouais. eu que la F1 dans la vie, Mais et surtout pas mais que la par F1 contre, c'est une récente, vraie quoi. porte d'entrée. Je pense qu'il y a le fait que le sport auto actuellement se porte plutôt bien. Je parle de Oui, la F1 évidemment en termes populaires et l'endurance aussi quand ouais, même, on bien va pas sûr. se mentir. Je trouve que ça fait une vraie porte d'entrée et à un moment chacun, moi tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va conclure là-dessus, hein, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur nos parcours perso. Moi je suis arrivé, j'ai vraiment eu le déclencheur avec le Petit Le Mans alors que j'habitais à 1h30 du Mans, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que j'y allais tous les ans, mais comme j'allais à la course de côte de Corquay-sur-Logne, tu vois, c'est sympa, il y a plus de monde, mais bon, tu vois, Ah ouais, non mais vraiment, j'ai eu ce sentiment-là, hein, 96, 97, 98, hein, je comprends. j'ai quand même compris qu'il y avait un truc un peu plus. Mais quand j'ai vu dans les magazines, il y a le Petit Le Mans, il y a d'autres trucs, ça roule aux États-Unis. Enfin, en fait, il y a vraiment. Et puis, il y a toute une histoire. Et mon père qui me sort les maquettes de quand il avait été en gosse, les 1/18e qu'il montait lui-même, tu vois, une Porsche 917. Oh, là, d'un seul coup, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Et c'est comme ça que que je me suis lancé. Donc ouais, ouais, il a un peu raison. Je vais pas donner tort à Henri Pescarolo. Mais Non, non, mais c'est clair, ouais, ouais, il a un peu raison, mais voilà, cette transmission en tout cas et ce travail que fait très bien Hervé Guillaumard par exemple et bien toute sûr. la commission justement des historiens, Maximilien Cadieux également, enfin voilà, c'est vrai que c'est important. Et ben avec Trajectoire, c'est un petit peu ma pierre à l'édifice aussi que je voulais apporter, voilà, en plus d'Endurance Club, ça fait toujours plaisir de Ça pouvoir fait deux pierres. réentendre des histoires ou entendre des histoires un peu inédites parce que moi il m'a raconté des choses que je n'avais jamais entendues. Alors peut-être que effectivement les puristes connaissaient ces histoires, mais voilà, des histoires en Argentine avec l'équipe Alfa Romeo, je suis pas certain qu'il en ait beaucoup raconté, Henri Mm. Pescarolo, mais voilà, en tout cas Henri ça a Pescarolo, été ce qu'il n'a jamais dit. ben voilà, il y a des choses qu'il n'a jamais dites. Bon, il y a des choses qu'il avait déjà dites, hein, par contre, je vous rassure, mais c'est toujours sympa de se remémorer voilà, de belles choses. Donc, eh bien, il est enfin sorti et celui de Maxime Martin sortira bientôt, mesdames et Ah, messieurs. super, c'est cool ça. Voilà, il va pouvoir regagner. J'espère Ça, qu'il ça va sera être bien. pilote BMW officiel un jour, celui-ci. C'est vrai, parce que bon, quand même, hein, franchement, il a, il a de bons espoirs là depuis qu'il roule en Clio Cup hein, cette année. Ah, il est bon. Tu sais que moi, Maxime Martin, faut qu'on arrête, faut que tu me coupes, hein. Faut couper, couper lui le Faut qu'on micro. arrête, monsieur. Tu sais que Oui, Maxime Martin, j'avais échangé avec lui 2013 peut-être, 12 ou 13, je sais plus. ouais, C'est quand ouais, il est au ouais. 24 du Nürburgring avec le Z4 de chez Marc VDS. Et Oui, la voiture est pas officielle parce qu'il y a les Z4 officiels aussi, Schnitzer. Et les M4 les Z4 de chez Marc VDS ne sont pas officiels, mais il y a juste un petit liseré avec les 3 couleurs M au niveau de l'échappement. Et en fait, c'était un signe pour dire que l'usine soutient quand même, mais c'est pas un programme 100% officiel. Et lui était pas pilote BM, reconnu officiellement. Et moi, j'avais discuté avec lui, je lui avais dit, bah ouais, ce serait cool et tout, j'ai cet objectif. Et bah ouais, en fait, j'avais pas du tout fait le lien avec. Moi, j'étais un peu plus newbie, tu vois, et j'avais pas fait le lien avec son ouais. père, son oncle, enfin, tout l'historique de la famille Martin chez BMW, Ah oui. etc. Ah non, 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 moi, j'avais aucun lien, quoi. Et donc, je lui dis, bah ouais, c'est cool, il fait, bah ouais, c'est mon objectif. Je le prenais un peu pour le gentleman qui progresse vite, quoi. Et bon, après, je me suis rendu compte que, bon, Voilà.
que c'était un super pilote. Non, mais c'est vrai que il y a des fois où c'est pas forcément simple de tout savoir et il y a des choses qui sont pas forcément On en apprend connues. tous les Donc jours, sincèrement, voilà. dans ce domaine-là. Ouais, c'est vrai. Celui qui se proclame sachant tout dans ce domaine, Non, tu peux pas. non, non. Mais c'est ce qui est bien, voilà. Donc en tout cas, on essaye avec l'Endurance Club et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors pas sur tous les épisodes parce qu'on imagine bien évidemment que l'IMSA, c'est pas peut-être la série qui est la plus suivie, mais en tout cas, on vous remercie des commentaires, d'être actifs encore, voilà, sur les différentes plateformes. Alors un collègue à moi m'a montré qu'on pouvait commenter sur Spotify. Je ne Merci. peux toujours pas le faire. Oh. Ben oui, mais je sais, mais voilà. Ben non, mais je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai regardé, mon téléphone ne me le permet pas. Ton Motorola Donc StarTAC, mais il faut le changer. Hein. voilà. Mon 3310 ne me le permet pas. Bon bref, en tout cas, n'hésitez pas à, si vous le pouvez en tout cas, mettre des commentaires, des petites étoiles, ça nous sert toujours et c'est toujours important pour faire grandir cette communauté de l'endurance et de passionnés, vous l'avez compris, qui nous tient à cœur et donc voilà, on vous remercie et on vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine. Je sais pas s'il y a des rediffs, non ça sert à rien de mettre des rediffs. Faudrait qu'on fasse des best-of, ce serait pas mal Oui, ça. bien sûr. Tu Euh, veux me rajouter encore mais des ça heures de demande montage, toi. voilà, c'est ça, ça demande du temps. Quand on aura toute une équipe derrière Ouais. nous, on essaiera de faire ça. En tout cas, on prend un petit peu de temps libre et de pause. Bon, même si je vais quand même continuer de commenter un petit peu cet été, mais au niveau d'Endurance Club. Et on reviendra donc pour les 4 heures de spa, donc pour la présentation aux alentours du 20 août. Et puis ensuite pour le débrief, pour parler des 10 000 tours au Castellet, pour parler du WEC. Enfin bon, bref, pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Exactement. Carrément. Chaud Bon, patate. bah parfait. Eh bien, bon été pour nos fidèles auditeurs donc qui font partie du club de cet Endurance Club justement. Et puis on se retrouve donc en août. Et sinon, bon, on reste dispo sur les réseaux évidemment. N'hésitez pas, que ce soit sur Instagram, sur Twitter X, sur LinkedIn, etc. Enfin bon bref, on essaie d'être actif. Et puis sur Endurance Mag évidemment, le site de référence pour les analyses, on va dire. Voilà, c'est pas sur Oui, l'actu, mais quand ça publie. c'est sur Écoute, des c'est analyses. pas là où je suis le plus rapide. Bon, d'accord. Mince. Bon, eh ben en tout cas, merci beaucoup Geoffroy. Merci à toutes et tous. On se retrouve donc dans quelques semaines pour la reprise de l'Endurance Club. Salut!